Bonjour. On poursuit notre étude de la librairie Qt et de son binding PySide. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un point assez fondamental, comment définir votre fenêtre principale de l'application graphique. Alors pour ce faire, je vais avoir besoin de deux liens, de deux références. Premièrement, je vais avoir besoin de la doc officielle de Qt. Et là, il faut faire attention. Regardez, par exemple, nous on va utiliser la classe QMainWindow pour définir une fenêtre graphique. Si vous tapez QMainWindow dans un navigateur et que vous recherchez de la documentation, vous risquez la plupart du temps de tomber sur cette page-là. Sur une page de ce type-là. Et le souci, c'est marqué ici, c'est que ce n'est pas une page pour Python, c'est une page pour C++. N'oubliez pas, je l'ai dit dans les précédents tutos, mais à l'origine, Qt a été défini pour C++. Donc du coup, ils ont tout fait en C++ initialement. Par la suite, Python les a intéressés et ils ont fait en sorte d'avoir le binding qui permette de manipuler Qt au travers de Python. Donc ils ont produit une autre documentation. Donc ce qui est important de faire la plupart du temps, c'est de rajouter le langage pour être sûr de tomber sur la bonne page. Et là, vous avez la documentation spécifiquement par rapport à Python. On reconnaît bien le mot-clé def à ce niveau-là, donc c'est parfait. On est sur le bon langage. Et vous noterez, vous avez toute la doc qui est dans Qt for Python. Alors attention, parce qu'il y en a qui sont versionnés, là j'avais pas forcément fait gaffe, mais on est sur une vieille version Qt5. Au pire, vous mettez Qt6 ici, ou vous mettez rien du tout. Et, oui non, c'est parce que Qt6, c'est pas PySide 6, voilà. Tac, voilà. Et là, vous aurez la bonne page pour Qt6 cette fois-ci. D'accord. Bon, point de détail, mais en tout cas, voilà, faites toujours attention de bien avoir une documentation spécifique à Python. En tout cas, le lien qui vous est affiché ici, c'est le point d'entrée sur la documentation. Il y a plein de choses, je vous incite à un petit peu tout regarder, c'est extrêmement intéressant et ça vous apprendra certainement des tonnes de choses. Mais disons que moi, je vais surtout me servir de la référence de la librairie, de l'API. Et donc, c'est ce qu'on retrouve ici, l'API référence. Et là, à ce niveau-là, vous avez des packages. Chaque paquet, là, c'est un package de la librairie. Et n'oubliez pas ce qu'on a vu aussi dans le tuto précédent. Dans le tuto précédent, on a dit qu'en vérité, on avait deux approches bien distinctes pour faire une interface graphique en Qt. C'est soit on utilise l'approche historique, traditionnelle, à base de widgets, et donc c'est les trois packages qui sont là, soit on utilise plutôt une approche Qt Quick avec le formalisme QML, et donc c'est les trois packages qui sont ici. Bon, nous, en tout cas pour la première série de tutos qu'on va passer, on va s'intéresser sur l'approche widget. Et donc on a trois packages ici. Qt Core, qui possède des tonnes de classes non graphiques, non visuelles. Elles sont très pratiques. Qt GUI, c'est tout ce qui est le moteur de rendu, donc notamment avec les possibilités de tracer en 2D et ainsi de suite. Et puis vous avez les widgets à proprement parler, dit autrement les composants graphiques. C'est surtout cette partie-là qui va m'intéresser pour débuter la formation. Et donc, si vous descendez un petit peu plus bas, là, vous retrouverez la liste de toutes les classes que Qt vous met à disposition. Alors, il faut être clair sur ce sujet-là. Qt est principalement développé avec des concepts orientés objets. D'accord, c'est une librairie orientée objet. Donc, il faut être à l'aise avec ce modèle de programmation. Et donc, oui, on va devoir manipuler un grand nombre de classes. Il faut savoir une chose, c'est que toutes les classes Qt, c'est une convention, c'est comme ça, elles sont toutes préfixées de la lettre Q. D'accord. Donc là, ici, quand vous avez une aide pour pouvoir trouver les choses par lettre alphabétique, bien entendu, on considère la seconde lettre. Et donc, si vous descendez dans les M, vous avez ici la classe QMainWindow. Après, vous avez tous les détails de cette classe avec toutes les méthodes, notamment qui vous sont mises à disposition. Donc parfait, on a notre documentation, on va pouvoir s'en servir dans quelques instants. Je vais prendre aussi une autre référence, vous la connaissez bien maintenant, c'est mon site cours.fr. Voilà, on va dans la section Python, et puis on va à ce niveau-là dans le tutoriel sur Qt.
Et on en est sur cette page-là, donc votre première fenêtre graphique avec PySide. Ça va me permettre de pouvoir faire des copier-coller, comme ça on ne perdra pas trop de temps et on ira directement à l'essentiel. Et on fera bien entendu quelques refus de code, voire quelques modifications de code si nécessaire. Regardez ici, je fais un CTRL-C de cet exemple de code. Et donc vous revenez dans votre atelier de développement favori. Vous me faites un nouveau module de code. Vous l'appelez pourquoi pas main window. Et vous collez le starter que je vous propose. Et donc, on l'analyse ensemble. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Bon, déjà, premièrement, on va charger des librairies. Et donc, principalement, on va avoir besoin de 6. Et surtout, de tout ce qui est dans Qt Widget, et notamment QApplication, QMainWindow, et au fur et à mesure qu'on montera dans les tours, plein d'autres classes. Donc ça, c'est les librairies qui sont chargées. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on a le bloc de démarrage de votre module, très bien, et donc on va instancier déjà un objet d'application. Il faut savoir, en Qt, vous avez obligatoirement besoin d'avoir un objet d'application, sinon Qt n'est pas content. D'accord? Donc c'est une instance de la classe QApplication. Ce constructeur accepte en paramètre une liste. C'est les arguments qui ont été passés sur la ligne de commande. D'accord, donc ces paramètres sont stockés dans un tableau qu'on appelle argv, argument values, et il est proposé par le module 6. Donc je récupère les arguments de la ligne de commande et je les passe à l'application. Alors pour ceux qui ne sont pas au clair là, sur ce dont je suis en train de parler, j'ai préparé ici un petit script pour faire un petit rappel. Regardez, je réimporte encore une fois 6. Et ça, c'est une liste. Donc je vais parcourir tous les éléments de 6.argv. Je vais les nommer un par âme et je vais simplement les afficher sur ma console. Si vous voulez jouer avec les arguments de la ligne de commande, le mieux c'est d'avoir un shell. Donc regardez ici, je clique sur terminal et ici, je vais faire Python et le nom de mon script. Donc rappel.py. Regardez, si je fais ça, on a déjà un élément dans la liste. Au pire, ce que j'aurais pu faire juste préalablement, c'était faire un print de 6.argv. C'est pas mal aussi comme idée. Voilà. Je le relance. Et donc, on est bien d'accord, on a bien une liste. Cette liste connaît en premier élément le nom du script qui a été démarré, c'est-à-dire le script qui est ici. Mais regardez, ici, là, je rajoute des paramètres. Mon premier paramètre, mon second paramètre, mon dernier paramètre. Allez. Regardez, vous avez ici chacune de ces valeurs qui peut être récupérée dans votre programme. Si jamais vous voulez passer le nom du script et que vous voulez traiter que les paramètres suivants, il suffit simplement de travailler sur une sous-liste. Au lieu d'attaquer à partir de l'indice 0, je fais une extraction de la sous-liste à partir de l'indice 1 jusqu'à la fin, et donc j'ai passé le premier élément. Regardez, je relance mon script à ce niveau-là. C'est parfait. First, second, last, c'est gagné. Bon, c'est ce que va faire Qt. Qt va récupérer les arguments de la ligne de commande et va les traiter si jamais il les reconnaît. Ça veut dire qu'il y a déjà des options qui sont connues de l'outil. Par exemple, vous pouvez changer le thème graphique de votre application Qt. Ça se fait en mettant des paramètres sur votre programme. Regardez, là, je vais faire un Python. Voilà. On va lancer notre main window. Alors pour le moment, on n'est pas encore au point, mais on va imaginer qu'on le lance. Voilà. Et derrière, je pourrais mettre des paramètres. Par exemple, je pourrais faire un -style et mettre un style particulier ici. Là, je veux me démarrer avec un style Windows. Bon, cet argument a été consommé par mon application. D'accord. Bon, sauf que mon application ne lance pour le moment aucun élément graphique, donc je vois rien. Donc ça ne change pas grand-chose que je l'ai mis ou pas. Mais en tout cas, ça c'est un paramètre qui est connu du système. Le meilleur moyen de voir qu'il est connu du système, regardez, là il faut que je tue ce process. Bon, c'est pas grave. Je verrai ça plus tard. Tac. Je vais en relancer un autre. Regardez, si jamais je relance mon script, Python avec main window, .style, si là je mets Toto, le style Toto, il n'est pas connu. Vous voyez, il vous le dit ici. Il vous dit que le style Toto n'est pas supporté et que lui supporte sur ce poste-là que le style Windows ou Fusion, rien d'autre.
Allez, en tuant la fenêtre, là, je tue mes process. C'est gagné. Bon, vous inquiétez pas, tout à l'heure, on pourra les tuer proprement. Il suffit simplement que j'ai la fenêtre et que je puisse cliquer sur la croix de la fenêtre. Parfait. Bon, une fois qu'on a créé notre application, vous voyez ici, on fait un app.exec. Donc, ça va lancer la boucle de traitement des événements. D'accord ? Et donc, tous les événements clavier, souris qui vont être produits vont être consommés par l'application et dispatchés sur les différents éléments d'interface graphique. Et puis ici, vous avez la sortie de votre programme parce qu'effectivement, exec est une méthode qui est bloquante. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas fermé la fenêtre, cette méthode garde la main. Mais quand vous allez cliquer sur la croix de la fenêtre, un code de retour va être renvoyé. C'est ce code de retour qu'on repasse à exit. D'accord ? 0, ça veut dire que tout s'est bien passé. Toute autre valeur sera considérée comme étant un cas d'erreur. Très bien. Donc ça, c'est mon application. Elle est démarrée, c'est parfait. Et maintenant, il nous manque la partie la plus importante. Ce qu'il nous faut, c'est au moins notre fenêtre graphique. Et c'est là que va intervenir la classe QMainWindow dont je vous parlais il y a quelques minutes. Regardez, je vais faire classe. Ma classe à moi, je vais l'appeler MainWindow. Et on va procéder par héritage. Je vous disais, Qt est une librairie orientée objet. Elle propose un grand nombre de classes. Ce que je vais faire à ce niveau-là, c'est que je vais dire que je dérive de QMainWindow. Et pour l'heure, je ne vais pas faire grand-chose. Je vais mettre un pass. D'accord ? Pour simplement que ça fonctionne, que ça compile correctement. Sauf que là, pour le moment, on a un dernier petit souci. Il me dit que QMainWindow n'a pas été importé. Alors certes, vous pourriez taper virgule QMainWindow à la main si jamais vous aviez envie, mais soyons efficaces. En mettant la souris sur le message d'erreur, vous avez ici un petit assistant qui vous permet de le faire automatiquement. C'est quand même bien plus pratique. Allez, je lance mon application. Ah oui, excusez-moi, quand même j'ai oublié une étape fort importante. C'est bien beau d'avoir créé la fenêtre, mais faut-il l'instancier et l'afficher? Donc on y va, autant pour moi. Et donc on va créer notre fenêtre, c'est notre instance de type MainWindow. Et il faut savoir que par défaut, votre fenêtre, quand elle est créée de manière cachée. L'idée, c'est que si on considère par exemple PyCharm, et si on imagine qu'il ait été codé en Qt, c'est pas le cas, ils utilisent une autre librairie d'interface graphique, mais on imagine que c'est en Qt. On voit cette interface graphique est très riche. Elle possède des barres de menu, plus ou moins importantes, elle propose des barres d'outils, elle propose des panneaux latéraux un petit peu de tous les côtés. Vous avez aussi plusieurs éditeurs dans la zone centrale. Le temps de constituer tous les éléments de l'interface graphique, ça va prendre quand même un petit instant. D'accord ? Et ça ne va pas être instantané. Et donc du coup, si la fenêtre avait été affichée dès son instanciation, vous auriez vu les éléments venir s'y rajouter les uns après les autres. Et ça n'aurait pas été très joli. Donc on préfère cacher la fenêtre, faire en sorte de tout construire et de remplir cette fenêtre, et une fois que tout est prêt, à la fin, il ne restera plus qu'à faire un window.show pour rendre visible la fenêtre. De manière assez classique, ce qu'on fait en patientant, c'est qu'on fait un petit écran d'accueil, un petit logo d'attente, ce qu'on appelle un splash screen, pour faire patienter. D'accord ? Et puis, une fois que votre fenêtre a été complètement constituée, vous n'avez plus qu'à l'afficher. Bon, regardez, cette fois-ci, ça va mieux marcher. Et donc, c'est parti. On commence à voir notre élément graphique qui est présent à l'écran. Vous avez vu, là, j'ai cliqué sur la croix. Du coup, le process a rendu la main et donc, c'est fini. Le process est correctement terminé. Du coup, si on a notre classe, il va falloir maintenant un petit peu la configurer. Rajouter quelques informations, voire rajouter des éléments graphiques à l'intérieur de la fenêtre. Le mieux, c'est de passer par le constructeur. Donc je vais utiliser l'assistant de génération. Dès que vous avez init qui apparaît, vous le sélectionnez. Voilà. Et puis ce qu'il faut faire, c'est rappeler le constructeur parent. On fait de la programmation orientée objet, donc on va respecter les règles classiques et habituelles. Et donc, je vais commencer par rappeler le constructeur parent. Donc, à ce niveau-là, c'est gagné. Déjà, on a bien correctement constitué la fenêtre. Et maintenant, je vais pouvoir rajouter tout ce que je veux pour particulariser ma fenêtre. Mais regardez, je vais commencer par un exemple très simple.
L'objet courant, la fenêtre, hein, c'est self. Sur self, je vais faire un set window title. Je vais mettre hello et je vais lancer mon interface graphique. Bon, c'est parti, on a continué à configurer notre fenêtre graphique avec cette fois-ci notre titre. Par défaut, c'était le nom du script, hein, qui était affiché. Et donc, maintenant, ce qu'il faut, c'est connaître toutes les méthodes disponibles. Alors, petit rappel par rapport au tuto précédent, hein, n'oubliez pas, j'avais insisté sur ce point-là. Encore une fois, Qt n'a jamais été prévu à l'origine pour Python. À l'origine, c'était pour C++. Et donc, les conventions de nommage, la fameuse PEP8, vous vous rappelez, elle n'est pas respectée. Normalement, une méthode en Python ne devrait pas posséder de lettres en majuscules. C'est non recommandé. Si moi, en tout cas, j'essaye de le faire, ça va pouvoir générer un warning. Donc du coup, il faudra s'y habituer. En tout cas ici, eux, ils n'ont pas respecté cette règle-là, et c'est pour ça que dans le tuto précédent, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais fait changer la configuration de la PEP8 pour ignorer les conventions de nommage, hein, et pas faire de warning à ce niveau-là. Bon. Donc ça, c'est un petit point de détail, très bien. Donc on aura des majuscules dans nos noms de méthode. C'est très simple, hein, en Qt, on recapitalise à chaque nouveau mot. Donc au moins, on ne se pose pas de questions. Ceux qui préfèrent les underscores, tant pis. Bon, et du coup, maintenant, quelles sont les méthodes qui me sont disponibles? C'est là qu'est utile la documentation, parce que c'est elle qui va me les donner, toutes les méthodes. D'accord? Et là, j'ai toutes les méthodes qui me sont proposées. Alors, dans ces méthodes, en vérité, vous avez deux paquets bien distincts. D'un côté, vous avez les méthodes traditionnelles, mais vous avez aussi ce qu'on appelle les propriétés. Alors, je ne sais pas si tout le monde est bien aguerri à la programmation orientée objet, mais une propriété, c'est une paire de méthodes d'accès à un attribut. Je vous renvoie vers mes tutos relatifs à la programmation orientée objet si vous avez le moindre doute à ce niveau-là. D'accord ? Si vous revenez sur le tutoriel Python, à ce niveau-là, il y avait tout un ensemble de vidéos pour bien expliquer ces aspects-là, et notamment la notion de propriété qui était traitée dans ce chapitre. Et le truc, c'est qu'au niveau de Python, normalement, on a des conventions et des règles syntaxiques pour coder une propriété. Sauf que Qt ne va pas les utiliser. Encore une fois, Qt n'a pas été développé pour Python à l'origine, donc les choix qui ont été faits sont plutôt en lien avec le langage C++. Et donc, une propriété avec Qt, pour nous, ce sera une simple méthode. D'accord ? On aura juste des conventions sur le préfixe éventuel, il n'est même pas garanti, sur le préfixe qu'on pourra avoir devant la méthode. D'accord ? Et de ce point de vue-là, je trouve que la documentation de Qt pour Python, elle est mal faite. Je préfère celle pour C++ en l'occurrence. Regardez, je vais revenir sur QMainWindow. Si je regarde la doc qui est là, là, ils ont bien séparé les propriétés des méthodes plus traditionnelles. Et comme je vous disais, une propriété, c'est quoi ? C'est une paire de méthodes. Une méthode d'accès en lecture, une méthode d'accès en écriture. Alors, les conventions de nommage au niveau de Qt, quelles sont-elles ? La méthode d'accès en lecture, elle reprend le nom de la propriété sans préfixe particulier. Par contre, la méthode d'accès en écriture, elle est préfixée de set et après le nom de la propriété que vous cherchez à manipuler. En paramètres, vous passerez les valeurs. Alors, il y a une petite entorse à cette règle-là, c'est si votre propriété est de type booléenne. Si l'attribut qu'il y a par derrière stocke une information booléenne. Dans ce cas-là, la méthode d'accès en lecture est préfixée de is. Bon, voici les propriétés qui sont définies dans la classe QMainWindow. Bon, c'est dommage, mais si vous êtes au niveau de Python, ces méthodes-là sont noyées au milieu du reste. D'accord ? C'est comme ça. Bon. Si je reviens sur cette doc-là, vous allez me dire, très bien, on a les propriétés ici qui sont listées. Mais il y a quand même un petit pépin. C'est que nous, dans le code, on a utilisé une propriété qui, a priori, s'appellerait WindowTitle.
Or là, je ne la vois pas. Encore une fois, c'est normal. Ici, tout va bien. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on est basé sur une approche objet et que un des concepts majeurs de la programmation orientée objet, c'est l'héritage. Encore une fois, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'héritage, je vous renvoie vers le tuto adapté. Dans tous les cas, ici, la classe mère, la classe dont je dérive, la classe dont dérive QMainWindow, c'est QWidget. Et si je regarde au niveau de QWidget, oui, cette fois-ci, j'ai bien tout un ensemble de propriétés qui m'ont été définies. Dans ces propriétés, il y en a bien une qui s'appelle WindowTitle. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, on a le title sur la classe mère de tout composant graphique. Mais c'est parce qu'en vérité, on peut démarrer directement un bouton avec Qt. Vous pouvez directement faire en sorte que votre interface graphique soit un bouton, tout simplement. Et le cadre qu'il y a autour, le frame, sera géré par le système d'exploitation. En l'occurrence, Windows ou Linux, selon le système que vous utilisez. Bon, ici, le WindowTitle, en vérité, est porté par tout objet graphique. C'est comme ça. Ça, c'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Bon, très bien. On sait que du coup, certaines des caractéristiques que je vais vouloir changer n'apparaîtront pas dans cette page-là, mais dans la page parente. Vous pouvez jouer aussi au niveau des URL. Là, vous voyez, j'ai la classe QMainWindow. Des fois, plutôt que de chercher le lien qui va bien, si vous tapez directement le nom de la classe au niveau de la barre d'adresse, c'est rapide. Et vous retrouvez ici un certain nombre d'informations par rapport à tout ce qui est disponible au niveau de notre fenêtre. Et donc si je descends un petit peu plus bas, notez qu'on retrouve des choses par rapport à ce qu'on était en train de parler, et notamment la méthode d'accès en lecture à WindowTitle par exemple. Donc ici, si je fais un print de WindowTitle, de self.windowtitle bien entendu, je vais récupérer le titre de la fenêtre que je viens de changer au passage. Donc si tout va bien, je devrais récupérer Hello. C'est gagné, j'ai bien mon Hello qui apparaît à ce niveau-là. Et donc, il y a tout un ensemble de propriétés auxquelles vous avez le droit. Par exemple, allez, j'en propose quelques autres. Vous pouvez faire un set window ou maximum size, par exemple. Ça permet de définir la taille maximale que peut avoir votre fenêtre. Si je dis 800 par 600, c'est tout bête, mais elle a une taille maximale. Je peux récupérer cette taille maximale à tout moment si jamais c'est souhaité. Bon, regardez, je relance mon interface. Notez que je peux retailler ma fenêtre, mais dans les limites des tailles que j'ai spécifiées à ce niveau-là. Je ne peux pas aller au-delà. Vous voyez, si j'essaye de retailler au-delà, il refuse. Il est bloqué à 800 par 600. Voilà. On en a plein d'autres. Autre exemple de propriété pratique, surtout objet graphique, en vérité, ça c'est vraiment pour tout objet graphique, y compris la fenêtre, mais je peux prendre un tooltip. C'est quoi un tooltip ? C'est l'infobulle. En français, on parle d'infobulle. C'est quand je vais mettre ma souris de manière immobile pendant un certain temps sur l'élément. Et ça affiche, vous voyez, la petite infobulle en jaune là qui est apparue. C'est mon texte Hello World. Voilà. Donc il y a la propriété tooltip que vous pouvez récupérer à tout moment. Dans ce cas-là, vous récupérerez le texte qui doit s'afficher en cas de survol à la souris. Voilà, donc vous avez tout un ensemble de caractéristiques ici que vous pouvez spécifier. Je vous renvoie vers la documentation pour en connaître plus si nécessaire. Allez, je vais revenir à ce niveau-là, et puis je vais copier-coller, tout ce code-là. Ça me donnera quelques exemples de code supplémentaires. Voilà. Donc on est bien d'accord, on a notre constructeur, il rappelle le constructeur parent, je change le titre, et puis notez que ici je peux importer QIcon, ça me permet de pouvoir charger une icône et d'afficher quelque chose. Là vous mettez bien ce que vous voulez sur le principe, on imagine ici qu'on ait un dossier icône avec l'image qui va bien. Alors moi il s'avère que je l'ai cette image, regardez ici j'ai bien mon dossier icône. Et si je cherche plus bas,
j'ai un file. Ah non, j'ai pas de file. Je vais mettre un yes. Le yes existe. C'est une petite coche verte que j'ai dans ma galerie d'images. Et donc, si je reviens ici et que je mets yes.png, là, j'ai changé l'icône de ma fenêtre graphique. Et là, on va avoir une petite déconvenue. On va être un petit peu triste. Voilà. J'ai changé ma taille maximale parce que ici j'avais une taille initiale de 800 par 600. Voilà, ça me laisse de la marge. Je peux encore un peu dimensionner ma fenêtre si nécessaire. Parfait. Et donc la petite déconvenue, c'est que j'ai pas mon icône. Alors ça, c'est lié au Window Manager que j'utilise ici. Ici, j'utilise un Window Manager qui est GNOME. Je suis sur mon poste Linux avec GNOME, d'accord. GNOME, ils ont retiré les icônes dans les fenêtres. D'accord. Donc là, surtout, pensez pas qu'il y a une erreur sur cette ligne-là et perdez pas 3 semaines à chercher à comprendre pourquoi ça marche pas. C'est tout simplement plus possible avec GNOME. D'accord. Si vous avez KDE sous Linux, là, ça marchera très bien. Vous verrez votre icône. Si vous êtes sur un poste Windows, ça marchera tout aussi bien et vous aurez votre icône qui apparaîtra à la gauche de votre fenêtre. D'accord. Mais ça me permet de pouvoir changer l'icône de ma fenêtre et ça me permet de retailler initialement ma fenêtre à 800 par 600. Voilà quelques premières lignes qui me permettent un petit peu de contrôler la taille de ma fenêtre. Et quelques autres caractéristiques. Tous ceux qui sont sur Windows, normalement, ont bien le bon titre, la bonne icône et ce qu'il faut. Allez, du coup, je fais juste un petit peu d'avance par rapport au prochain tuto. Dans le prochain tuto, on va mettre des éléments graphiques à l'intérieur de la fenêtre. Là, je vais faire quelque chose d'un petit peu bourrin. Ça ne va pas être très joli, ça va être juste rapide et efficace. Mais je vais créer une barre de progression. C'est une instance de la classe QProgressBar. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer cette progress bar directement dans ma fenêtre. Là, j'accroche ma progress bar à ma fenêtre. Bien entendu, j'importe la classe si je veux pouvoir l'utiliser. Et puis cette progress bar, je vais juste lui changer 2-3 caractéristiques, 2-3 propriétés, pour être clair. Qu'est-ce que je veux changer ? Je vais changer sa géométrie. En gros, son positionnement et sa taille. Donc je vais la mettre en 10 pour pas qu'elle soit complètement collée en haut à gauche. Et puis je vais lui dire 300 de large par 30 de haut. C'est pareil, cette barre de progression, vous pouvez changer d'autres caractéristiques. Vous voyez, l'assistant vous aide et vous propose ce qui existe. Par exemple, je peux mettre une valeur maximale. Je vais dire que c'est 100. Ma barre de progression va jusqu'à 100 comme valeur maximale. Et sur ma progress bar, je peux aussi changer la valeur courante. Vous voyez, je me mets à 50%. D'accord, je me mets au milieu de ma barre de progression. Si jamais je lance ça, j'ai au moins un premier composant graphique dans ma fenêtre. Pour le moment, je m'arrêterai là. On verra dans le prochain tuto qu'est-ce qu'on peut faire en termes de composants graphiques. Par contre, au démarrage, je vous avais parlé des thèmes. Vous vous rappelez, je vous avais dit il y a des options qu'on peut passer à l'application. C'était juste pour rejouer avec ça quelques instants que j'ai fait cette manip-là. Regardez, je ferme, je reviens sur mon terminal, je relance mon programme Python et là, je vais dire que je me mets en style Fusion. Notez, rien ne change parce que sous Linux, c'est le style Fusion qui est appliqué par défaut. Donc j'ai ma barre de progression, vous voyez, elle est en bleu avec le texte au milieu de ma barre de progression. Tous ceux qui sont sur Windows, par défaut, vous avez accroché sur un autre thème. Vous avez accroché sur le thème Windows Vista, auquel je n'ai pas le droit quand je suis sous un Linux. Dommage. Mais donc du coup, votre barre de progression est un petit peu différente. Moi, ce que je peux faire ici, c'est que je peux éventuellement changer de thème et j'ai droit au bon vieux look Windows XP. En gros, c'est un vieux look Windows. D'accord ? Mais notez que ma barre de progression, elle s'est adaptée. Elle se pixelise plus de la même manière. La valeur de pourcentage, elle est plus à l'intérieur de
de la barre, elle est à l'extérieur, d'accord, sur sa droite. Notez aussi, ce n'est pas tout à fait les mêmes codes couleurs. Si vous êtes sur des thèmes plus modernes, vous aurez d'autres codes couleurs. Si je reviens sur Fusion, ou si j'enlève le style, tout simplement, vous voyez, là, il y avait un petit dégradé léger. Alors, il était très très léger, mais c'est un petit peu plus sympa que le thème Windows. Mais dans tous les cas, vous pouvez contrôler certains aspects de thème. C'est même pire que tout. Regardez, je vais réduire mes icônes et je vais ici faire un nouveau fichier. Je vais l'appeler style.qss. On verra ça aussi dans un prochain tuto. Mais on peut avoir des styles qui s'appliquent. On en reparlera. Pour le moment, c'est juste pour vous montrer qu'il y a des options qui existent au niveau de Qt et qui sont gérées par l'application. C'est mon seul objectif. Mais là, vous me faites confiance. Si je dis que pour QMainWindow, si je veux que sa caractéristique d'arrière-plan si je veux que ce soit du blanc, vous voyez, j'ai rajouté cette petite définition, c'est ce qu'on appelle une définition de style QSS, c'est du Qt Style Sheet. D'accord, ça ressemble énormément au CSS pour ceux qui connaissent. Et donc du coup, j'ai changé simplement la caractéristique d'arrière-plan en mettant en blanc. Regardez, je relance mon application et je lui dis que j'ai une style sheet à moi, c'est pas un thème par défaut, c'est moi qui le rajoute. Et je lui dis que ma feuille de style s'appelle style.qss. Regardez, ma fenêtre, elle apparaît en blanc. Regardez, ce que je peux faire, c'est relancer la même chose sous Linux en mettant le « et » commercial à la fin de la commande. Ça me permet de lancer le process, mais en récupérant la main. D'accord ? Ce qui me permet de relancer un deuxième sans cette style sheet. Voilà, et on est bien d'accord, parce que c'était un gris assez clair, donc je voulais bien qu'on soit d'accord. Il y en a un qui est gris clair, l'autre qui est en blanc. On a bien deux styles différents entre les deux fenêtres. D'accord ? Et si le blanc ne vous convient pas, que cela ne tienne, vous revenez ici, vous passez en RAID et vous relancez votre application avec le style rouge. Ça, c'est plus visible, on le voit bien. Bon, voilà à quoi sert la récupération de argv. C'est pour contrôler notamment des caractéristiques liées au graphique sur votre moteur Qt. Bon, voilà qui clôt cette première introduction à la fenêtre. Et donc, dans le prochain tuto, on poursuit notre étude et on va se focaliser justement sur ces composants graphiques qu'on peut insérer à l'intérieur de la fenêtre, ces widgets, et on essaiera d'en voir quelques-uns, de jouer un petit peu avec. Et puis, on verra que ce que j'ai fait là, c'est pas forcément la bonne approche. Donc, je vous montrerai quelle est la bonne approche pour ajouter un composant graphique à une fenêtre. Là, j'ai fait ça de manière un peu rapide, mais c'était pas forcément la meilleure des idées qui soit. Bon, voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à très vite pour la suite. Merci de votre attention.